Hello et bienvenue dans Histoire d'auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie aux bagnoles. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs. Ils ont un point commun, de l'essence coule dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. Mon invité a un parcours pour le moins atypique. Cadre dans la grande distribution, il a eu envie de tourner la page et de consacrer sa crise de la quarantaine à la bagnole. Il s'est d'abord lancé sur les réseaux sociaux avant de créer son blog. Depuis, il a repris le magazine Rétropassion et collabore au site Road Story Histoire d'auto. Auto au singulier n'a rien à voir avec ce modeste podcast. Ah, et notre homme est aussi un passionné de moto, et oui, personne n'est parfait. Mon invité, c'est Jacques Stouvenin. Salut Vincent. Salut Jacques. Merci pour cette présentation. Je vois que tu n'es pas un fan de moto. Bah, c'est-à-dire, oui, ça m'a fait ainsi. Dans mon enfance, à un moment, j'ai eu un petit moment où peut-être c'était Tonnerre Pays Mécanique, tu vois, où je me suis vaguement un peu intéressé à la moto. Puis non, je dis toujours, ces trucs-là, c'est complètement débile, ça tient pas debout tout seul. Franchement, ça sert à rien, quoi. Et manque de roues, bah voilà. Bon, et bah écoute, justement, je parlais de Tonnerre Mécanique et tout. Toi, ton plus ancien souvenir d'auto, c'est quoi ? Alors, mon plus ancien souvenir d'auto, alors c'était effectivement il y a plusieurs choses. Il y a vraiment, quand j'étais petit, je me souviens de la R18 American 2 de mon grand-père. Avec les décalcomanies sur les côtés, c'était tellement la classe. Exactement. Avant, il y avait une 404 blanche. C'est vraiment des souvenirs. Là, j'étais petit. Il est mort, j'avais 10 ans. Donc c'était quand j'avais peut-être 6-7 ans. Et après, quand j'étais à l'école primaire, j'avais un camarade de classe. Son père avait une Lancia Beta. Ah ouais, sympa ça. Qui était déjà rouillée. Normal. Et on voyait déjà la route. Et donc il nous ramenait et les quelques kilomètres en Lancia Beta, à chaque fois c'était un délice. Et ça a vraiment éveillé en moi un amour inconditionnel pour l'auto. Et il y avait une autre chose, c'est qu'il y avait une GTV sur mon chemin de l'école, rouge. Ouais. Et elle dénotait totalement entre les Renault 9. Le son. Ouais, exactement, ouais. Et ça a vraiment créé en moi quelque chose. Et depuis, c'est devenu quelque chose qui au quotidien m'a toujours passionné. Quand on était au collège avec mes camarades, qui sont toujours d'ailleurs mes amis, quand on était dans une rue par exemple, notre jeu c'était de se dire là il y a 10 voitures, laquelle tu prendrais? Alors moi je prendrais la Renault 5 Alpine, moi je prendrais la BM 525, voilà, c'était ça, tu vois. Et en fait ça m'a jamais quitté. C'est marrant, tu parlais de la GTV, mais je sais pas combien de gens ont été fascinés par cette caisse, parce que moi-même, je me souviendrai toujours, au collège, il y avait un père qui venait chercher ses gamins avec un GTV 6. Ouais, et je me souviens déjà de la gueule de cette voiture. C'est vrai qu'elle elle sortait de l'ordinaire. Cette découpe sur l'arrière, avec le il y avait vraiment le côté enfin pas fuseau, mais le côté wedge vraiment à fond. Ouais. Et puis le son de ce V6, quoi. Et je me souvenais, mais elle fait un drôle de bruit cette bagnole. Je sais pas, je devais avoir 11 ans, quoi, tout cassé. Oui, c'était autre chose parce qu'on voyait que des 4 cylindres. La Renault de mon père, Bordeaux, ça faisait rêver personne, tu vois. Ouais, on a eu la même. Avant, Renault 14. C'était pas Bordeaux, c'était rouge grenat métallisé. Ouais, c'est ça, voilà. Et forcément, tu vois une GTV dans une rue où il y a que des Françaises dites populaires, forcément ça dénote. Et surtout dans une petite ville des Vosges où il n'y avait pas forcément de fortune locale qui exhibait des Mercedes ou des Ferrari. Les quelques Ferrari, elles étaient cachées ou autres, mais voilà, donc c'était vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et j'ai toujours été fan du coup des italiennes. Mais en fait je suis pas monomarque ou monostyle. En tout cas je les aime toutes. Mais c'est vrai que les italiennes ont une place à part. Alors donc, on l'a compris, tu étais passionné de belle mécanique dès le plus jeune âge. Oui. Mais pourtant, tu t'es pas lancé professionnellement là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, quand tu es né dans une petite ville de 20 et quelques mille habitants, si tu veux, quelque part dans les Vosges, entre les montagnes et tout, l'automobile, c'est pas, enfin, il se passe rien au niveau automobile, en tout cas. Ouais. Il peut y avoir de temps en temps un rassemblement, et encore, je crois qu'il y avait même pas de rassemblement. Donc, si tu veux, si t'as pas un réseau dès l'enfance de quelqu'un qui va travailler sur l'auto, s'il n'y a pas un circuit par exemple, un circuit est arrivé mais beaucoup plus tard, tu suis une voie plus classique, donc tu trouves
un boulot dès que tu peux, et puis qui est pas forcément le plus intéressant, mais en tout cas qui te permet de vivre. Et puis tu continues à être abonné à Sport Auto, à Topscar, tu continues à lire, à découvrir les photos de Dingo dans Option. Dingo a joué vraiment un rôle assez important. Je lui ai dit d'ailleurs dans les yeux, je lui ai dit, tu vois, tu fais partie des gens qui m'ont incité en tout cas à bouger et à faire des choses en tout cas dans la passion. C'est la deuxième fois en 2 épisodes qu'on parle de Dingo, ouais, 2 épisodes consécutifs. Vrai. Je me souviens avec mon camarade Bertrand Métayer, qui est encore un de mes copains, et on achetait Option, et c'était... alors on guettait 3 choses, on regardait les nouvelles prépas Brabus, AMG, et les photos de Dingo. C'était vraiment un... Donc il se passe que ça pour toi dans l'automobile quand tu es dans ce qu'on appelle vulgairement la province depuis Paris. C'est ça. Et puis... alors, par contre, tu peux commencer à t'acheter des voitures. Gentiment. Voilà, ma première voiture, c'était une Fiesta. Mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai été vite rattrapé. Une fois que j'ai compris qu'en travaillant, je pouvais m'acheter à peu près ce que je voulais, enfin en tout cas, je pouvais choisir quelque chose d'un peu plus sexy, c'est là que ça a commencé. Voilà. Bon alors, t'as suivi quoi comme études, comme parcours professionnel Alors, j'ai fait des études d'hôtellerie. Ouais. Alors c'était une vocation un peu familiale, j'avais des cousins qui faisaient ça et qui m'avaient dit mais tu verras, tu trouveras du boulot facilement, on gagne très bien sa vie et tout. Alors j'ai fait des études donc dans un lycée hôtelier qui avait une renommée à l'époque, et donc j'ai passé tous les examens possibles, et puis je travaillais le week-end, je faisais des extras, je travaillais en boîte de nuit. Alors j'ai commencé comme vestiaire, après tu passes serveur, enfin barman, et après tu termines DJ. Bon, c'est une petite boîte locale, hein, ça avait rien. DJ Jack. Oui, c'était pas Laurent Garnier ou David Guetta, c'était une boîte rock en plus. Donc tu parlais quasiment pas, mais bon, voilà, c'était passeur de disques en fait. Et puis donc ça me permettait de gagner des sous. Ouais. Et puis en fait après, quand mon père est décédé, j'ai laissé tomber l'hôtellerie parce que c'était difficile de partir loin, parce qu'en fait moi j'avais fait ça surtout pour voyager. Et donc ça avait remis un peu mes plans un peu en jeu. Donc je me suis trouvé un job dans la grande distillerie, et puis alors sur une base logistique, et puis une fois que j'avais fait le tour un petit peu, j'ai changé. Je suis passé dans un magasin où j'ai gravi les échelons pour être cadre. Et puis là je commençais vraiment à m'ennuyer. Le contact avec le client, ça devenait compliqué. Les gens étaient un peu exigeants et tout. Enfin, à force, voilà, bon, on se lasse de tout. Hein. Et puis, surtout, je suis dans une génération où on commençait à plus faire de carrière pendant 20 ans dans une boîte. Hein, on m'avait expliqué ça au collège. On avait regardé un peu le prof avec les grands yeux, mais voilà, effectivement, il avait raison. On est dans une génération où tous les 4-5 ans, on change. Donc voilà, j'ai changé. Je suis parti chez les Bleus, comme on dit. Je travaillais beaucoup, je gagnais ma vie très correctement, honnêtement, et puis à un moment j'ai fait le tour, et donc du jour au lendemain j'ai dit je m'en vais, voilà, sans savoir ce que je voulais faire. Oui, vraiment, ouais. T'avais quel âge à ce moment-là? C'était en 2001, donc j'avais on est en quoi, 2021? C'est ça, j'avais 28, 30 ans, tu vois. D'accord. Voilà. Et donc mais sans plan. Je me suis dit, je trouverai toujours un truc à faire. Je veux dire, au pire, tu vas travailler au McDonald's ou autre. Hein. L'insouciance de la jeunesse. Ouais, vraiment, ouais. Mais j'avais envie de faire autre chose. Et alors, je m'étais dit, bon, alors l'auto, pourquoi pas, faut que je cherche s'il y a des pistes ici et tout. Et puis, j'avais pas encore quand tu es né à Saint-Dié-des-Vosges, tu es généralement attaché. En gros, c'est pas naturel de voyager, de quitter la ville comme ça, parce que les gens sont comme ça, ils bougent pas trop. Donc j'avais pas encore trop le démon en fait. Et puis donc j'ai vécu pendant 6 mois un peu. J'ai rattrapé un peu le temps perdu quand j'étais vraiment au boulot H24, je faisais rien. Donc j'ai rattrapé un peu tout ça. Et puis j'ai retrouvé un autre job dans la grande distillerie pour faire de la formation, de l'audit, en me disant au moins je vais voyager un petit peu en France et tout. Et puis la mariée était trop belle, finalement j'ai fait peu de formation, peu d'audit. Donc rapidement, au bout de 4 ans, j'ai dit bon allez, ce coup-ci, il faut que je fasse autre chose. Donc j'ai créé mon blog de manière totalement artisanale, puisque je sais absolument pas comment faire. Pour le nom, t'as pas été chercher très loin.
Ouais. Jack fait un blog auto. Oui, parce que voilà, le copain qui était un peu plus érudit que moi sur le côté création, on s'est regardé, je lui dis mais quel nom je vais donner. Et puis très rapidement, je me suis mis à suivre d'autres blogs comme News d'Ancienne et Boîtier Rouge, Paul. Donc j'ai beaucoup échangé avec eux. On est devenus potes. Et puis j'ai rencontré un autre copain via Twitter, Thomas de Saulieu, qui m'a aidé à passer le cap sur pas mal de choses en me présentant plein de gens. Et puis du coup j'ai fait de plus en plus de choses. Donc il y avait le blog, mais tout ce qui se passait autour, si tu veux, voilà, des petits happenings sur des événements. Et alors dans ce blog, je sais que tu faisais des portraits de propriétaires, d'anciennes ou de sportives ou de voitures intéressantes. En 10 questions. Ouais, ça c'est un exercice c'est une idée qu'avait eu un pote qui m'avait donné un coup de main qui s'appelle Lionel Pennec, qui est archi dans l'est de la France. Il a eu cette idée qui était géniale et alors je l'ai pas abandonné cette idée. Je vais bientôt refaire justement des portraits sur Rétropassion Automobile. Bon, là bien évidemment ça sera des portraits plus en tout cas sur de l'ancienne, mais c'est aussi un truc que je ferai sur ma chaîne YouTube de moto. Donc on va y revenir. Je trouve que c'est une très bonne idée parce que en fait, ce qui intéresse les gens, c'est les gens. Oui, bien sûr. C'est la recette de la télé-réalité. Qu'est-ce qui intéressait les gens de regarder le loft ? C'était de voir par curiosité ce que faisaient des gens qui finalement faisaient rien de leur journée, à part se crêper le chignon et pas venir dans une piscine. Là, c'était un peu malsain. Voilà. Mais finalement, on se rend compte que c'est cette recette-là qui marche. Donc, les gens sont attroupés quand il y a un accident ou autre. Voilà. Donc, je me suis dit, on va parler des gens. Et ça a vraiment été un truc qui m'a. C'est un exercice. Et au fur et à mesure, je l'ai affiné. Et ça m'a permis de me former aussi sur l'exercice de l'interview. Et savoir se mettre en retrait pour le sujet. Et ça, c'était très intéressant. Alors, tu sais quoi d'autre sur ce blog ? Tu as commencé à... Alors, c'était un blog, tu sais, c'est comme les solderies, il y a de tout. C'est-à-dire que j'ai commencé, en fait... c'est compliqué, au début, personne ne te connaît. Oui, j'habitais à Nancy à l'époque, donc il y avait un petit peu plus d'auto, il se passait d'autres trucs, il y avait des clubs. Il y a des clubs assez importants, des clubs où il y a 1000 membres, par exemple, tu vois. Il y a des rassemblements. Et donc, je me suis dit, je vais aller faire rencontrer des propriétaires. Donc, via Twitter, encore, qui est finalement un réseau très utile pour faire du réseau. J'ai rencontré un propriétaire de Porsche 911 et de 2 chevaux qui s'appelle 00SED sur Twitter. Il est encore très actif. Et on a sympathisé. Et puis, je lui ai expliqué le projet. Je lui ai dit, écoute, voilà, je débute... Et j'aimerais bien parler de ta voiture et de toi, que tu me présentes ta voiture, parce que la 911 3 litres 2, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Et j'aimerais bien commencer avec ça. Donc j'ai fait sa 911. Donc il me l'a laissé conduire tout de suite. Sympa. Ouais, c'est important. C'est pour ça que je le cite, parce que c'est important. Tous ces gens qui à un moment m'ont donné m'ont tendu la main, Thomas de Saulieu, Benjamin Pet de News Ancienne, Paul Clément-Collin, à un moment ils m'ont tous quand même tendu la main finalement, peut-être sans le vouloir, mais c'est important. Et donc voilà, je commence par une 911. Ensuite je sais plus comment je rencontre Lionel Pennec, qui était lui à Thionville. Il a une Karmann Ghia magnifique, qui est absolument dingue. Il vient à Nancy, on fait un shooting devant un mur de graphes et tout, et on devient vraiment copains. J'étais même à son mariage. Donc la deuxième. Et je me suis dit, il y a des autos, il y a des propriétaires sympas. Ouais, tu avais trouvé une formule, j'avais trouvé un format qui fonctionnait, quoi. Et puis un jour, je décide de me dire, j'aimerais bien faire des essais d'auto modernes. Alors moi, je suis pas du genre à frapper aux portes, à demander, quémander. Je suis plutôt timide quand même, l'air de rien. Et... grâce à Thomas, on rencontre un autre furieux qui s'appelle Samuel Robet, qui voulait lancer une chaîne YouTube qui s'appelle Bagnole, qui s'appelle toujours d'ailleurs. Et on cherchait une voiture rapide pour faire une course contre une motocross. Alors sur le papier, l'idée comme ça, elle est un peu débile, mais les projets débiles, c'est plutôt sympa. Et donc j'ai envoyé des mails. J'ai commencé par Ford. On avait pensé à la Focus RS.
Alors Ford, tu sais, c'est un peu comme dans les films, quand un gars demande quelque chose avec un monologue de 10 minutes et qu'à la fin t'as non. Voilà, en gros c'était ça. Elle s'appelait Charlotte, la attachée de presse à l'époque. Elle a pas été très sympathique. Sur 2-3 mails échangés, j'ai pas senti beaucoup de chaleur. Et je dis bon bah tant pis. Et puis je demande à Peugeot, Anthony Petit, c'est ça, Anthony Roux. Ah, je les connais pas tous. Je me souviens plus, qui était aux relations presse à l'époque, Anthony Roux. Et je crois que Paul lui avait parlé de moi en fait. Je crois que je l'avais rencontré avec Paul. Et puis il dit Banco, on te prête une 308 GTI. Sympa. Voilà, donc du coup on a fait la vidéo. Et puis donc j'en ai profité pour faire un article. La vidéo, on l'a fait tourner et tout. Donc j'ai réellement fait la course contre une motocross. Donc on a fait 17 prises où 17 fois j'ai battu la motocross. Il était dans un champ. C'était un gars qui s'appelle Calypso qui a une chaîne YouTube. Et ça c'était rigolo. Tu vois, on a fait 17 prises, donc 17 runs de 300 ou 500 mètres où je fais la course sur une petite route de campagne contre une moto qui est dans un champ. Et donc tout ça a été scénarisé et ça a donné une vidéo assez sympa et je crois qu'elle est encore sur la chaîne Bagnole. Eh ben si c'est le cas, je mettrai un lien dans la description. Rigolo. Et donc bah voilà, t'en fais un. Donc après Paul me présente, je vais ramener une fois une DS5 avec lui. Je me souviens, on était ici au Polo là en terrasse et Thomas me présente Paul et très bonne idée. Et puis je pars avec lui ramener la DS5 à l'ancien siège Citroën DS, tu sais, vers... Saint-Ouen. Ouais. Et puis il me présente Olivier Petit. Et puis un jour, je demande à Olivier de me prêter, c'était une DS3, je crois. Voilà, je prends une DS3. Et puis voilà, enfin... De fil en aiguille. Voilà, de fil en aiguille. Alors la DS3, on l'a amené avec Thomas. Et un autre copain, Jean-Baptiste, on l'a amené à Bruxelles. Et on a fait un Bruxelles Bad Night. Donc on a fait plein de photos dans les endroits typiques de Bruxelles et ça c'était vraiment sympa. Donc il y avait le côté auto, où tu fais rapidement la fiche technique, enfin tu racontes un peu, mais c'était sympa, c'était de mettre l'auto dans des... Et c'est ça qui m'a toujours plu, c'était de parler, de raconter des histoires autour de l'auto sans être académique en tout cas sur... Oui, de pas faire un essai classique oui, parce que, à la Auto Plus ou... Auto Plus le fait très bien, Autojournal, ainsi de suite. Ils le font beaucoup mieux, surtout parce qu'ils ont plus le temps et voilà, ils font ça depuis des années. Et c'est plus rigolo de raconter des histoires autour des voitures. Donc voilà, ça part comme ça. Et puis après, tu fais des voyages presse. Tu vas faire 3008 à Bologne, c'était le premier, je crois. Et puis avec Aurélie Denizane, Valérie Grégoris. Et puis tu rencontres Raphaël, tu rencontres plein de gens, tu vois, et Michael Eno, et puis tu te fais des potes. Puis après, voilà, tu fais d'autres choses. Ça va comme ça en fait. Et puis et rapidement, la moto est arrivée aussi sur le blog. Parce que ça, c'est un truc que j'ai le démon depuis très longtemps. Alors j'ai eu moins de motos que de voitures, mais j'ai toujours eu ce démon-là parce que je trouve que c'est vraiment la liberté. L'auto, t'es quand même t'es finalement beaucoup moins libre, plus surveillé, je dirais presque. T'as l'impression en tout cas d'être plus surveillé. Et la moto, c'est vraiment, tu peux aller dans des endroits un peu plus désertiques, si tu veux, même en France, tu vois. Tu peux aller te balader sur un chemin de forêt qui est autorisé, alors que tu peux pas y aller avec ta voiture. Et là, tu sens vraiment la liberté. Et ça, j'ai toujours eu ce démon-là. Donc, je me suis dit, je vais faire en plus le 2 roues. Et le 2 roues, comme j'avais déjà mon petit réseau auto, ça a été facile en fait de faire le pont. Et rapidement, il y a des marques qui m'ont fait confiance, comme Suzuki, Ducati. Donc Fabien de chez Ducati a vraiment été formidable, c'est pour ça que je le cite. Et puis Suzuki, alors il est plus là, mais c'est pareil, il m'avait prêté, enfin il me connaissait pas, il me laisse une moto pendant un mois. Pas mal. Voilà. Donc puis à un moment il me dit j'en ai besoin, mais je t'en file une autre. Voilà. Et Peugeot, pareil, avait fait pareil, Peugeot motocycle m'avait prêté un Django. Donc j'arrive à Paris, mon premier été à Paris, Peugeot me prête un Django pendant un mois. Sympa. Voilà, ça part comme ça. C'est, tu vois, c'est des opportunités. Ça a l'air cool dans le 2 roues. Alors ça a rien à voir. Ça a l'air plus cool que la bagnole. Ça n'a rien à voir. Alors souvent t'arrives, attends, il n'y a pas le plein. C'est pas grave, tu me la ramèneras comme ça. Écoute, on n'a pas eu le temps de la nettoyer. Voilà, c'est un peu plus relax, quoi. Ouais, c'est plus relax. Ouais. C'est beaucoup plus détendu. Mais c'est vraiment un monde différent dans tous les cas.
Mais tu verras, je t'expliquerai la moto. Tu vas y venir. Peut-être qu'un jour je ferai un podcast histoire de moto. Ouais. Je suis pas sûr que je me placé pour le faire, mais... Bon, moi j'ai beaucoup fureté, à chaque fois j'ai un invité, je le googlise, je le décortique façon FBI. Et là j'ai retrouvé ta signature sur un blog intitulé Moustache et Fourchette. Ah oui. C'était quoi ça? Ah oui, Moustache et Fourchette. Alors Moustache et Fourchette, c'était une idée qu'on avait eue avec, Le titre est génial, je trouve. avec Thomas de Saulieu et Jean-Baptiste, mince, j'ai oublié son nom de famille, qu'il me pardonne. Parce qu'en fait, l'auto c'était cool, mais arrivé à Paris, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses à faire, sur d'autres sujets. Parce que je suis assez curieux et j'ai plein de centres d'intérêt. Hein, l'auto est un centre d'intérêt, mais j'en ai plein. La musique, par exemple, tu vois, là, le Rolling Stone avec Dave Gann en couverture qui est là. On s'est rendu compte que on pouvait parler. En fait, on voulait découvrir des endroits pour les autres. C'est-à-dire découvrir un resto qui n'était pas connu. Alors pas forcément des restos UP, hein, pas des trucs trop hype. Vraiment des restos où tu manges bien simplement, où tu manges bien, où t'es pas pris pour un idiot. Découvrir des jeunes marques de fringues. Par exemple, la première marque qu'on a mis en lumière, c'était Vroom Vroom. Et Vroom Vroom est quand même devenu quand même assez connu. Tanguy nous a fait confiance, il nous avait filé des t-shirts. Et on a dit, putain, c'est génial, tu parles d'une marque qui te file des t-shirts. c'est génial. Et Vroom Vroom, c'est une marque qui est en lien avec l'automobile. Donc c'était facile parce que eux et nous, on avait le même ADN. Et donc on s'est tout de suite entendu. Et on s'est dit, Moustache et Fourchette, c'est ça. Il faut qu'on parle de trucs cool comme ça, de jeunes marques, donc des marques de montres. Je pense à Motard à la Française, qui est une marque de vêtements moto, qui est de mes Vosges natales. Hein. C'est un copain que je connais depuis très longtemps qui a créé ça. Et voilà, c'était pareil. Là, c'était faire connaître tout ça, toutes ces marques-là. Donc rapidement, on s'est retrouvé chez Vertu. Marque de téléphone de luxe. Ah oui, les téléphones hors de prix. Ouais. Genre, on peut vous en prêter un. Enfin, c'était dingue. Alors, eux, ils étaient aux abois, donc ça leur faisait plus peur de prêter des téléphones à des gars comme nous. Mais et donc c'était hyper intéressant. Mais c'était alors le nom effectivement faisait rire tout le monde. Je pense que le nom, le jour où j'ai eu une fulgurance. Mais c'est super, hein, ça sonne bien, ça se retient bien. Et donc. Mais ça prenait un temps fou. Ouais. Voilà. Parce qu'en fait, du coup, y avait Moustache et Fourchette. Je m'occupais déjà du premier site Rétro Passion Automobile, parce qu'entre-temps, j'avais rencontré Xavier Foucard, donc, qui avait le magazine, encore grâce à Thomas d'ailleurs. Et il avait décidé de créer un site. Donc, je l'avais créé, et puis je m'en occupais. Donc, il y avait ça, il y avait le blog. Donc, en fait, je me levais le matin, j'avais une pile de trucs à faire qui étaient... Et puis quand tu voyages en plus, donc j'habitais encore à Nancy à l'époque, donc je faisais Nancy-Paris au moins toutes les semaines. Ouais. Donc la SNCF, je l'ai enrichi. Mais c'était hyper chronophage tout ça. Et à un moment, je pouvais pas tout faire. Voilà. Donc il a fallu se recentrer sans abandonner les choses. Voilà, Moustache et Fourchette est toujours en ligne. Hein. J'ai encore renouvelé il y a peu de temps le nom de domaine parce que je me suis dit, avec le temps que j'y ai passé, même le logo, c'est une construction que j'ai fait. C'est encore un truc que je savais pas faire et je me suis débrouillé. Tout ça, c'est de la débrouille en fait. Tu vois, et puis Jack fait un blog auto. Alors là, je poste plus, mais il est toujours en ligne. Oui. Il y a toujours des vues. Enfin, je veux dire, tous les mois, il y a 3000 vues, tu vois, sans qu'il se passe rien, en fait. Mais j'ai mis le dernier article renvoie, en tout cas, sur Rétro Passion Automobile. Et puis, de temps en temps, effectivement, il y a encore des gens qui me posent des questions. Voilà, parce qu'effectivement, ça serait dommage de faire disparaître tout ça. Parce que j'ai passé quand même beaucoup de temps. Ça m'a demandé beaucoup de travail. Pour le créer, pour comprendre comment ça marchait. Alors si vous regardez les premiers articles, il y a des fautes d'orthographe partout. Ça m'arrive des fois de reprendre et je me dis c'est pas possible. Alors je faisais pas attention parce que je me relisais pas. Donc c'est des fautes d'inattention souvent. Mais je me relisais pas parce que j'étais toujours sur le feu. Et je m'arrivais la nuit, je me souviens, je me réveillais, j'avais un truc de post-it. Et des fois j'avais des idées comme ça et je notais le post-it pour pas oublier. Ouais, c'était des fulgurances. Ouais, c'était des fulgurances. J'avais l'impression que j'avais tout réinventé, alors que non, mais ouais, bon, ça me changeait en tout cas de
mon job chez les Mousquetaires. Et puis, au bout d'un moment, je faisais les séminaires avec les Mousquetaires régulièrement au siège à Lys, là, dans le 91. Ouais. Et puis, au moment où tu t'écoutes plus les gars, tu es en train de faire des articles. Je me souviens, une fois, il y avait un mec qui était venu nous parler un peu de business comme ça. Et moi, j'ai écrit un article sur l'audit de son turbo. Tu vois. Et ma voisine, elle me regardait. Elle était ahurie. Elle comprenait pas. Elle était ahurie. Elle n'en pouvait plus. Qu'est-ce que tu fais là, Voilà. en fait? Et puis voilà, quoi. À un moment, tu dis stop. Oui, ouais. Donc, j'ai freiné des pieds. J'ai fait en sorte qu'il m'aide à partir. Je voulais pas partir sans rien. Donc, j'ai pas saboté mon boulot, mais en tout cas, j'ai fait en sorte qu'à un moment, ils se rendent compte qu'on n'était plus fait pour vivre ensemble. Donc, j'ai rendu ma 308 et puis on s'est quitté. Fonction. Ouais, on s'est quitté bons amis. Blue HDI, 2 places, Voilà, c'est ça. société. Ouais. Mais Blanche. nouvelle 308, j'étais ravi par contre, parce qu'avant j'avais des Clio 3. Et j'ai envoyé un message à Thomas et je lui ai dit, bah écoute, je crois que j'ai plus de boulot, mais on va pouvoir passer à la vitesse supérieure. Et puis voilà. Et donc c'est à ce moment-là que tu as repris Rétropassion. Alors, ça, j'ai mis, donc ça c'était en 2015, je crois. 2015 et donc j'ai vraiment bossé sur le blog à fond. Donc c'était un voyage par semaine minimum, plus les trucs à Paris parce qu'il y avait des événements constamment. On a réussi à se brancher, je sais plus trop comment, avec Optique 2000 qui nous a envoyé sur le tour auto. Donc on a fait moi j'ai fait 4 tours auto et après j'ai arrêté. Enfin plein de trucs comme ça. On a fait tour auto en participant. Non, en com. Ouais, pour Optique 2000. Donc une année j'étais avec des privés, donc je leur faisais des photos, des trucs, et puis après c'était pour Optique, donc le fil de la course à travers les opticiens qui étaient en étape, quoi. Et puis on a fait de la com pour une équipe de midget, donc un coup à Albi, un coup à Manicourt, enfin voilà, des histoires comme ça, j'en ai plein. T'es occupé, hein, on était vraiment occupé. Ouais. Donc c'est comme ça que aussi j'ai appris à faire d'autres choses et à gérer, à apprendre, quoi. De toute façon, il fallait apprendre. Donc, parce que quand tu vas expliquer à des adhérents de magasins que leur magasin c'est un taudis et que c'est des escrocs, et écrire et tu vois, faire de la mise en page et tout ça, c'est pas la même chose. Ouais, donc tout ça, il fallait apprendre. Et puis surtout, bien faire comprendre à ceux qui étaient là que j'étais pas là pour prendre leur place, mais que je voulais juste moi faire ce qui me plaisait en fait. Ça a toujours été ça. Moi j'ai jamais voulu prendre la place de qui que ce soit. Moi j'ai toujours juste faire ce qui me plaît. Voilà. Donc ce qui me plaisait, c'était de plus avoir de hiérarchie et d'être seul aux commandes et de faire ce qui te plaisait. Ouais, faire ça. Et puis après grâce à Thomas encore une fois, je rencontre Julien Motron, un Automédon. Oui. Donc j'étais sur le stand Rétropassion automobile avec Xavier Foucard, quand il était encore aux manettes. Et puis on devient amis, mais vraiment très copains. Et on fait des choses de temps en temps. Un jour on va faire des photos pour Bonhams de la 928 de Derek Bell, tu vois, enfin des trucs complètement insensés. En gros, n'importe quel gars qui avait une idée autour de l'auto, il pouvait nous appeler, on disait oui, tu vois. Un mec nous aurait dit, j'ai une Ami 8 dans mon garage dans la Creuse et je voudrais la repeindre en vert fluo, vous voulez pas faire une photo, on y sera allé. Tu vois, c'était un peu ça. Donc c'est pas qu'on était mort de faim, mais c'était on avait soif d'apprendre et de faire des choses. Donc moi je me suis dit, si j'ai fait tout ça, c'est pour en profiter. Donc c'était assez exaltant. Et puis un jour, moi j'écrivais pour le mag, dans tous les numéros, je m'occupais de la page shopping, du site, après des réseaux, enfin tu vois, petit à petit, on s'occupait des stands à Rétromobile, à Automédon. Et puis Xavier, il en a eu marre parce qu'il avait racheté une autre boîte. Et puis il propose à Julien, il dit, tu veux pas racheter? Et puis Julien il m'appelle, il me dit, on y va tous les deux, on y va pas? Ben, je dis, écoute, on a qu'à y aller, de toute façon, je pense qu'on est pas trop, autant qu'on y est, on n'a qu'à faire ça. Et puis voilà, quoi, donc on décide de relancer, enfin pas de relancer, mais de faire une formule à nous. Donc j'essaie de construire une espèce de dream team autour de nous.
Donc Nico la perruque, hein, qui est comme Julien un peu, c'est presque ma famille, hein, ces mecs-là. Donc Nico la perruque, qui est une super plume. Je pense Michel Tonna, tu vois, par exemple, nous a filé des articles. Enfin, voilà, plein de gens comme ça. Loïc Pontani, qui bosse avec Cambui. Voilà, enfin bref, une espèce de dream team de gars qui ont rien à perdre. Et puis, alors là, voilà, il a fallu apprendre d'autres choses là. Ouais. Parce que c'est. Parce que là, tu passes du web au papier, c'est Ouais, plus la même chose. Ouais. Et alors j'installe un bureau dans les bureaux de la nouvelle boîte de Xavier pour qu'il m'aide, parce que j'étais complètement largué. Donc il fallait gérer avec la maquettiste, gérer La distribution. un milliard de choses. Ouais. Donc je comprends assez vite comment ça marche. Je mets un numéro vraiment à me former. Et puis donc on fait un premier numéro avec une NSU TT en couve. Et puis donc il fallait aussi trouver de la pub. Ouais. Alors il y a quelqu'un qui aide pour la pub, Robert, qui a un réseau de fous. Enfin, je pense qu'il connaît absolument tous les mecs qui ont un lien avec l'automobile. Mais donc on fait le premier numéro un peu pas à l'arrache, mais en mode on apprend, on n'a pas forcément beaucoup de contenu, donc je récupère du contenu un peu lastminute.com. Et puis donc je comprends. Au bout du premier, j'ai dit c'est bon, j'ai pigé comment ça marche, je sais ce que je veux. Donc il faut se structurer. Tu vois, donc il faut aller au bureau tous les jours, il faut arrêter de se disperser. Et puis donc on en fait un deuxième, enfin ainsi de suite. Et puis arrive donc bien sûr quand tu fais numéro comme ça, c'est rapide, mais ça prend un temps fou parce que outre les contributeurs qui eux envoient leurs articles et c'est pas non plus c'est du taf. Donc il faut aller sur les salons, il faut aller interviewer Alain Turet au fin fond de sa Bourgogne, Alain Turet qui est président de l'amicale Citroën et DS. Tu vois, enfin tout ça prend du temps, de l'énergie. Donc mais on décide, voilà, on crée des réseaux sociaux, une chaîne YouTube. Tu vois, on renforce les réseaux sociaux, on passe de 28 000 abonnés à 67 000 en a rien de temps. Twitter, c'est pareil, je dois être à 14 000. Instagram, où Xavier posait que des photos de vacances en Thaïlande ou de bouteilles de vin, bah là je mets de l'auto, donc on passe de 200 abonnés à presque 4000 là, je crois. Et puis après arrive le Covid. Ouais. Donc on sort un numéro spécial Citroën. Donc c'était une année de Citroën, donc j'avais fait. Oui, parce qu'il faut quand même préciser la timeline, c'est que tu as repris, vous avez repris Ride Trop Passion en 2019. Exactement. Donc on sort le numéro pour Rétromobile 2020, 100% Citroën, donc un numéro magnifique. Couverture, une superbe DS Palace. Interview d'Henri-Jacques Citroën qui devient un ami, interview d'Alain Turet, un portrait d'une SM, un super numéro. Et puis arrive le dernier salon après Rétromobile, c'est le salon à Nantes, chez Charles Herouet. Et là, on commence à sentir le vent tourner du Covid. À Rétromobile, on buvait des coups, on rigolait, on se disait ça va être une grippe, ça va, on n'aura pas ça, nous on est tranquille. Arrivé à Nantes, d'un coup, annonce de Charles au micro. Alors, dû à l'épidémie, on est obligé d'observer une jauge de 5000 personnes et tout. Oui. Et là, on était avec Nico, la perruque, et on se regarde, et on sent un espèce de truc là qui nous envahit. Ça sent pas bon. Et on se dit, ça sent pas bon. On a intérêt à aller profiter une dernière fois du Buffalo Grill à côté de l'hôtel, parce que c'est peut-être le dernier qu'on fera. Et puis, bing, tout s'arrête. Salon de Genève annulé. Tout s'arrête et tu vois, on est obligé de repousser. Et puis tu vois que tous les partenaires, ils sont morts. Ou alors ils ont plus de blé. Donc on met en pause. Mais on met en pause que le papier. Donc on continue sur le web parce que le site marche bien. On publie, je ne sais pas combien d'articles par semaine, mais c'est entre 2 et 8. Et puis je me dis, pour garder le lien,
je vais créer un live sur Facebook tous les vendredis. Donc je fais ça ici avec Brick et Broc. Je filmais mon écran de PC pour passer des trucs. Enfin, au début, les 2-3 premiers, c'était vraiment du bricolage. Et puis après, j'ai acheté du matos. Mais voilà, j'ai passé le confinement à faire des trucs comme ça. Et du coup, on a renforcé tout ce qui était, en tout cas, numérique. Avant qu'on trouve... maintenant, on cherche le second souffle, si tu veux, parce qu'il faut retrouver des partenaires. Et puis, on voudrait en profiter pour faire une autre formule. Donc là, on en est là. On cherche à modifier la formule et à prendre le temps vraiment de faire un truc. Donc on étudie plein de choses, on a des idées, donc on note, on passe des heures au téléphone à échanger, à se dire et si on faisait ci, on faisait ça. Donc pour l'instant, on bouge pas trop. Enfin, on bouge pas trop aussi. On bosse énormément en tout cas sur ce qu'on aimerait faire parce qu'on a d'autres projets qui sont en cours en lien. Et on voudrait faire un espèce de lancement global de tous nos projets en même temps qui ont un lien. Et du coup, tout ça prend du temps, c'est long, et on veut pas se planter pour pas se dire on s'est planté, on va tout rechanger dans 6 mois. Donc on avait modifié déjà des choses par rapport à l'époque de Xavier, des petites touches, tu vois, même sur la couverture, j'avais rajouté des petits trucs, des petites damiers à droite, on avait changé un peu les choses à l'intérieur petit à petit, mais il nous manquait quelque chose. Donc on s'est dit, ok, on peut pas sortir, sinon on va le sortir à perte, parce que t'as plus de pub, et on n'est pas les seuls. Donc on s'est dit, on va en profiter. Tant pis, ça prendra 1 an, 2 ans, 3 ans, mais on va faire un truc de manière à ce que ça soit, que le prochain soit quelque chose qui est vraiment de la gueule, qui soit ce qu'on veut. Et donc on discute beaucoup, on rencontre des gens, on propose des trucs, on a des idées. Alors des fois on se dit mais on n'a que 94 pages, comment on va faire alors il faut faire un choix. Mais en tout cas, on est là en tout cas sur les réseaux, tous les jours sur Facebook, il y a 10 ou 15 publications, il y a des photos sur Twitter, il y a des actus, il y a des articles donc sur le site. Alors on a de la chance d'avoir encore des contributeurs avec qui on bosse, donc voilà, c'est ça qui est sympa, c'est que finalement grâce au numérique on est toujours là, et puis on parle d'auto, alors parfois exotique. Ça aussi, on s'est fait un peu la spécialité d'aller rechercher des trucs un peu exotiques, des marques qui ont totalement disparu, des marques des pays de l'Est par exemple. Donc des trucs très pointus, et puis de temps en temps on revient sur du plus populaire pour faire de l'audience, mais c'est ça qui est intéressant. Et puis surtout on attend de pouvoir refaire des salons dans de bonnes conditions. Et là, les salons, je pense qu'on ira vraiment en région. Parce que c'est un truc que j'ai voulu faire depuis le début, parce que Julien est du Nord, moi je suis de l'Est. Rétromobile, c'est très bien, c'est une belle vitrine, mais c'est très cher. Oui. C'est beaucoup de contraintes. Les salons à Paris, c'est toujours très compliqué, que ce soit dans tous les domaines. La dernière fois, on avait un énorme stand, on s'est fait voler du matériel. Oh. Julien s'est fait voler un appareil photo, il y en avait pour une fortune. On a fait un stand assez spectaculaire, et on s'est dit à chaque fois c'est quand même compliqué et tout, et il y a plein de salons en région. Je pense à Toulouse qui avait lieu il n'y a pas si longtemps, il y a Rouen, il y a Strasbourg, il y a Avignon. Alors Avignon, je sais pas trop ce que ça va donner, mais voilà, il y a plein de salons. Il y a Epocoto là qui aura lieu en tout cas ces jours-ci, qui est un formidable salon, qui est encore pareil, c'est un gros salon mais à dimension humaine finalement, des allées larges, des prix corrects, et puis de superbes autos, un parking incroyable, et puis une bonne ambiance. Donc c'est plutôt vers ce genre de truc qu'on ira. Donc cette année on n'a pas bougé, en tout cas là-dessus, mais on va bosser pour que l'année prochaine on s'inscrive à 3 ou 4 salons pour faire des stands avec une auto, une moto, enfin un camion, une pelleteuse, je ne sais pas, mais on va remettre en tout cas le pied dans les salons, parce que c'est là où tu rencontres les gens. Et puis c'est là aussi où tu expliques aux gens, oui, on n'a rien sorti parce que
Parce qu'on n'est pas un groupe. On a un groupe de 2 et puis on a fait ça avec nos petites économies, surtout celle de Julien d'ailleurs. Et puis donc c'est pour ça que c'est important que sur le web on soit encore hyper présent et que on propose d'autres choses. Et alors Julien qui a une idée à la minute, lui il veut aussi qu'on bosse sur du moderne, enfin plus moderne, qu'on arrive à scinder, à faire 2 marques qui a un lien, mais en tout cas une marque en tout cas sur l'ancienne et une marque sur après. Voilà. Et donc on va bosser aussi sur un truc comme ça. Donc là, ce sera entièrement web. D'accord. Voilà. Et je pense qu'on se servira de Jacques fait un blog auto, qu'on rebaptisera, mais parce que c'est voilà, il y a déjà un terreau, et puis il y a déjà des réseaux sociaux, donc on va se servir de ça. C'est marrant ce que tu dis parce que moi, ça fait 20 ans que je suis en presse écrite. Et on a toujours eu historiquement cette opposition entre le print et le web, et moi je me souviendrai toujours, fallait en mettre le moins possible sur le web, parce qu'on avait peur de phagocyter le magazine en donnant trop sur le web. Et en fait, toi, t'expliques que c'est le contraire, quoi. Finalement, ça s'auto-alimente. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est pas la même clientèle. De toute façon, c'est une chose. Quand on rencontre nos lecteurs papier sur un salon, on se rend compte qu'ils ont un certain âge. En tout cas, les plus assidus. Et nous, on veut, c'est intéresser toutes les générations à l'auto ancienne. On se rend compte qu'avec l'explosion du Youngtimers, tous les jeunes qui se lancent vers le Youngtimers sont vraiment jeunes. Tu vas Place Vauban, par exemple, à Paris, le dimanche, tu vois les gars qui viennent avec des BX, avec des Renault 18 et tout. C'est des jeunes qui ont 20, 22 ans. Et ces jeunes, tu les touches sur le web. Tu les touches très peu sur le papier. Et on le voit, quand je vois la liste des abonnés, par exemple, tu vois au prénom. Tu comprends que c'est au-delà de 50 ans, c'est vraiment là. Après, c'est plus des gens qui vont acheter ça parce que c'est notre réseau, c'est des gens qui veulent nous faire plaisir, mais les plus jeunes, c'est vraiment sur le web. Et du coup, les deux sont vraiment liés. Et pour moi, c'est un plus. Voilà. Les deux sont vraiment liés. Et tu vois, je reviens un instant sur la moto. Il n'y a pas longtemps, il y avait eu des attaques de journalistes papier. Alors, je ne vais pas les citer, parce que peut-être qu'ils ont changé d'avis depuis, et puis on peut tous dire des conneries un jour, mais qui avaient dit un peu, oui, alors les vlogueurs, enfin les youtubeurs moto, c'est en gros, ils sont là pour nous prendre notre moto, ils font de la merde et tout ça. Et alors malheureusement, la réalité est moindre, parce que tu te rends compte dans les gars qui ont des chaînes YouTube moto, il y a des gars qui sont pas journalistes mais qui font des trucs incroyables. Je pense à Matt Adventure par exemple, qui est certainement le gars le plus pointu techniquement sur les accessoires sur les motos. Et fait un autre boulot que par exemple Moto Magazine, ils sont pas à ce niveau là par exemple. Et surtout c'est un gars qui va faire des vues, oui, au final c'est voilà. l'audience qui décide, c'est le public qui choisit. À la fin, c'est l'audience. Moi, par exemple, il y a des chaînes YouTube que j'ai du mal à comprendre. Par exemple, c'est les gars qui se filment au quotidien. C'est un truc que je comprends pas trop, parce que ça hurle dans le casque. Mais ces gars-là, finalement, ils font 140 000 vues sur une vidéo. Tu vois. Donc, pendant que les gars de la presse moto disaient oui, c'est pas du boulot, machin et tout, ben, finalement... pendant qu'eux vont faire 10 000 vues ou 20 000 vues sur une vidéo, les gars qui critiquent en font 100 000, tu vois. Ouais. Donc il faut toujours raison garder un peu sur tous ces trucs-là, et c'est pour ça que pour moi, web et papier, c'est la même chose. L'un est la continuité de l'autre, et de toute façon, on le voit dans le comportement des acheteurs, effectivement, il y a moins de gens qui vont dans les kiosques. Alors à Paris, c'est aussi parce que les kiosquiers sont pas forcément très sympas, mais je veux dire, non, mais en région, les gens y vont moins. Il y en a moins aussi, faut pas se... Alors justement, moi ça fait, en gros, je te dis, ça fait 20 ans que je suis dans la presse écrite, et ça fait 20 ans qu'on me dit, enfin depuis le début en fait, on me dit la presse est en crise. Ouais, mais elle est encore là. Mais aujourd'hui, comment justement tu fais pour arriver à t'en sortir avec un magazine papier, en plus où c'est une petite structure, où vous éditez un seul magazine. On fait étal. C'est très compliqué. Ah oui, non, nous finalement on fait ça juste pour rendre service, finalement. Enfin, pour se faire plaisir. On gagne pas d'argent. On peut pas gagner d'argent. C'est impossible. Donc une fois que t'as payé ce que tu devais payer, les gens que tu devais payer et tout ça, voilà, on fait étal. Donc
Donc c'est très bien, parce que il y a plein de boîtes qui n'arrivent même pas à faire étal. Non, nous c'était pas, on savait très bien qu'on gagnerait pas d'argent avec ça. C'est avec ce qu'il y avait à côté. Voilà. Donc c'est sur les projets qu'on a déjà menés, sur des opportunités, sur des trucs qu'on a en cours, où on sait que là effectivement on fera de l'argent pour financer plus. Voilà. Parce que le but du jeu, quand on va relancer, c'est de faire quelque chose d'un petit peu plus costaud. Donc pour ça il faut des ronds, tu vois. Et puis surtout les contributeurs, à un moment ils te rendent service, mais c'est du boulot. Ils prennent leur voiture, ils vont faire des photos, ils passent du temps, ils écrivent un article. Et donc tu peux rendre service, mais à un moment, moi ça me gêne. Tu vois. Donc il faut donner de l'argent. Enfin, personne ne travaille gratuitement. Personne ne doit travailler gratuitement. Moi je l'ai fait beaucoup. Hein, mais ça dure jamais longtemps. Mais à un moment, t'en as marre, quoi. À un moment ça fatigue. Donc le but c'est ça, c'est que du coup tous les gens qu'on fédérera autour de nous, ils écrivent, ils font des photos, ils touchent du blé, c'est normal, c'est comme ça. Quand tu vas chercher ta baguette, tu la payes, c'est la même chose. Alors des fois ça étonne les gens, des fois j'entends des histoires de gars qui réclament des photos, qui proposent des sommes ridicules pour des photos, mais voilà, ils se rendent pas compte quoi, du boulot que c'est. Voilà. On va ouvrir une petite parenthèse moto, exceptionnellement, on va parler voilà. un peu moto. Alors, parce que voilà. Dans le podcast 32, c'est le début de la moto. C'est le début, peut-être même la fin. Aussi, non, parce qu'il y a un truc qui m'intéresse, c'est que tu as fait, déjà, donc tu as créé une chaîne YouTube dédiée à la moto. Ouais. Ah, c'est pour le fun. Hein. Là, vraiment, c'est aucune prétention, c'est vraiment pour le fun. Et tu as fait des road trips plutôt sympas. T'as été jusqu'en Turquie. Ouais, cet été, oui, je suis parti à Istanbul avec T3 Aventure. Ouais. Eux tentaient d'aller jusqu'au Japon. Ils sont allés jusqu'à Vladivostok. Et donc, moi, je suis allé jusqu'à Istanbul. Et donc, c'était un voyage donc, en Africa Twin. Donc, j'ai acheté une Africa Twin. Alors, ça n'a pas été une tannée puisque j'en ai toujours voulu une. Donc, ça a été le déclencheur. Et puis, donc, on a fait 10 pays. Donc, 300 à 500 km par jour. Donc, que de l'itinéraire, en tout cas secondaire. Et départ de Paris le 6 juillet chez Honda France. Donc on a fait un gros truc, photo, avec bien sûr la mienne en avant, puisque c'était la plus ancienne, donc c'était c'était vraiment sympa de faire ça. Et puis donc des pays, traverser l'Italie, la Croatie, Monténégro, Kosovo, Macédoine du Nord, Albanie, Grèce, arrivé à Istanbul. Et je les ai quittés là-bas, enfin une petite journée de repos, on allait visiter Istanbul. Et puis après, moi je suis reparti, j'ai refait un autre chemin. Ouais, je me suis fait un petit Istanbul Thessalonique en mode go fast sur l'autoroute, dans les vitesses bien sûr tout à fait autorisées. Même si effectivement de la frontière turque jusqu'à Thessalonique, il se passe absolument, il n'y a aucun radar, rien. Donc si j'avais été tenté, j'aurais pu rouler vite. Et puis voilà quoi, donc oui c'était quasiment, un peu moins d'un mois sur les routes, 8000 km. Et puis et ça c'est la vraie liberté, tu vois, une fois que tu as passé la frontière française, tu te sens déjà un peu plus léger en termes de surveillance, de faire un peu moins attention constamment et tout. En Italie il y a encore pas mal de radars, mais arrivé en Croatie tu te sens quand même plus libre et moins contraint et tout, et c'est marrant hein, ce sentiment. Tu sens vraiment plus léger. Et puis alors bon, bien sûr, Macédoine du Nord et Albanie, j'en parle pas, mais en Turquie ils surveillent quand même, il y a pas mal de contrôles de police et tout, mais en Albanie c'est vrai qu'on a roulé vite, fort, et c'était bien, c'était chouette. Je crois que tu as aussi un autre projet sur le Cap Nord. Ouais, alors cet été avec mon camarade Mathieu, avec qui je roule régulièrement ici, en fait il y a pas longtemps, il y a 2 mois on roulait, puis à la pause je lui dis c'est où est-ce que tu aimerais aller comme ça, et puis il me dit moi je rêve d'aller au Cap Nord. Sur le coup je dis rien, j'enregistre ça dans mon Windows et le soir je me dis tiens ça fait combien de kilomètres Paris, puis je lui dis bon bah ok. Et puis la semaine dernière on en a reparlé et tout, et
Et donc là, c'est parti. On fera je sais pas si on fera Paris Cap Nord ou Omaha Beach Cap Nord. Omaha Beach Cap Nord, ça pourrait être sympa, ça un peu plus. Et donc c'est 4000 km aller, enfin à peu près, voilà. Donc en passant d'un côté, en passant par la Norvège à gauche et en redescendant par la droite, la Suède et la Finlande. Ça va être rigolo. Ouais. Et vous ferez ça en quelle saison ? Ah ben, alors il faut qu'on le fasse entre mi-juin et début août, pour que ça soit acceptable en termes de température, de lumière aussi. De lumière et tout ça, oui, ouais. Oui. Voilà. Il n'y a pas une grosse fenêtre de tir, donc bon, moi c'est très bien pour moi. Ça me convient bien. Du coup, alors là pareil, je vais racheter une moto pour le faire. L'Africa, elle a fait ses 8000 et tout, et j'ai envie de la préserver, de la garder pour faire des petits trips, mais vraiment des trucs tranquilles. Donc je vais racheter une bécane pour faire ça, donc je regarde un peu. Mais ouais, ça va être cool. Ouais. On va certainement avec une troisième personne. On va essayer de faire un petit groupe de 2, 3 ou 4 maxi, mais pas plus. Mais vraiment pour voyager, aller rencontrer les gens, découvrir. Et on fera des images, ouais. On fera des images. Là, j'ai fait des images, j'ai 600 gigas de vidéos, mais j'ai pas encore eu le temps de monter. J'ai pas encore eu le temps de monter parce que je suis dans une période de taf intense. Donc, dès que j'ai 3-4 jours de libre, je pense que je ferai ça. Ouais, ça sera sur la chaîne YouTube. Ouais, il y aura 7-8 épisodes, je pense. Voilà. On va fermer la parenthèse moto, parce qu'il faut quand même pas déconner, hein. C'est quand même histoire d'auto. J'ai cru comprendre que tu as possédé pas mal de bagnoles différentes. Ouais, Est-ce que tu saurais nous faire une liste comme ça de tête ? Alors j'ai une liste sur le téléphone. Parce que alors, mon cousin qui est un... T'es organisé ? Qui est un furieux. Alors j'ai un cousin qui a 28 ans, mais qui a eu... je sais pas combien... je sais plus d'ailleurs combien de motos. L'autre jour, il s'est amusé à faire une liste. Et je me suis dit, faut que j'essaye de... Donc j'ai essayé d'en faire une. Et tu vois, ça commence par la Fiesta 1,1 litre, ma première voiture, oui. que j'ai dû garder 3 mois. Oui. Après, j'ai acheté une 309 Turbo D, oui. parce que je roulais beaucoup. Oui. Et je me suis dit, tiens, ça peut être sympa. Et après, c'est parti en couille, comme on dit. Pardon pour le gros mot, mais j'ai acheté une Audi 200 Turbo. Ouais. Et donc ça, avec le 5 cylindres. Ça, c'était rigolo. C'était vraiment génial. Et donc, je me souviens, moi, je faisais pas l'armée, et le vendredi ou le lundi, je m'occupais du transit de mes copains sur leur lieu de perme. Ouais. Donc je faisais des Saint-Dié-des-Vosges, Lunéville, pour récupérer Gaël à la gare. J'avais ramené un autre à Saint-Dizier, à la base aérienne. Tu faisais le VTC. Ouais, je faisais VTC en Audi 200 Turbo. C'était quand même classe, hein. C'était mieux que la Michelin pour eux. Après, j'ai eu une première BM. Après, j'ai eu 205 GTI 1,9 litre. Ouais. Donc ça, c'était un truc, j'en rêvais, hein, ça. Après, j'ai eu Alpha 164 V6 Turbo, première Alpha. Vache, ah ouais. Ouais, ça c'était le pointu. V6 2 litres. Exactement, c'était le V6 2 litres, ça faisait 200 chevaux. Le moteur refroidissait jamais. Tu te garais, t'allais dîner, tu revenais 3 ou 4 heures après, c'était encore chaud. Il n'y avait pas de train à vent. Oui, j'allais dire, le train à vent sur les 164, c'était pas terrible. Donc, mais avec par un turbo. Contre, elle avait le feu, c'était formidable. À cette époque-là, on pouvait encore rouler. Après, j'ai eu une Golf 2 GTI 16. Ouais. Alors ça, j'étais un peu déçu. C'était mignon, c'est gentil, mais c'était pas la 205. Ouais. J'ai eu une Renault 5 GT Turbo dans la foulée. Ça, c'était plus violent, mais elle était mal réglée. Elle supportait pas les trajets quotidiens. Elle était pas folle. Elle était blonde, nacrée, elle était jolie, mais ensuite j'ai eu une Clio vite fait de secours entre deux. J'ai eu une Audi 80, j'ai eu une Porsche 944. Celle-là, je l'ai gardée 10 ans. J'ai eu une Lancia Delta 1,8 litre. Alors, il n'y en avait pas. Et moi, j'en ai eu une. Avec l'Alcantara, le bois, c'était formidable. Ça, c'était mon daily. J'ai eu une Mini 850. J'ai même eu une Smart. Et après, je suis passé au Ford Explorer. D'accord, c'est pas pareil. Ah, rien à voir. Ford Explorer 4 litres V6. Alors, j'allais en forêt. Ça me coûtait 50 € à chaque fois. Ça, c'était rigolo. Fallait l'équiper au GPL, ce truc-là. Ouais, voilà, ouais. J'ai eu une Volvo 850, c'était formidable. J'ai eu des séries 5, j'en ai eu plusieurs, 525i, 520. Des Mercedes, j'ai eu 280 SE, c'était la voiture de Alain Delon dans les films. Je trouvais ça rigolo. J'ai eu une Jaguar XJV12, une Mitsu Lancer Evo 9. Oh, ouais, c'est un sacré outil, ça. Ouais, sacré outil. À l'époque, j'avais 4 ou 5 voitures d'un coup, et j'avais là 300 chevaux, j'avais une 750 IL, 326 chevaux. Oh, avec le V12. Avec le V12, j'avais la 944 et mon daily, c'était la 525i. Donc ouais, j'étais étouillé.
J'ai eu une SLK 200 pendant 10 ans. J'ai eu une Alpha 156 1,8 litre qui n'a pas marché. Une Mercedes C280. Ça, c'était un délit que j'avais acheté pas cher et qui a fait le job jusqu'à la mort. J'ai eu 320D, 525 XD Touring. Enfin, ouais, j'en ai eu pas mal, quoi. Puis des motos, quelques-unes aussi. La liste, j'essaie de me souvenir parce que des fois il y a des trucs que j'ai gardé 2 mois. Ouais, j'allais dire, du coup, tu vois, la question d'après c'était en termes de voiture, est-ce que t'es plutôt un sentimental ou un zapper? Toi, t'es clairement un zapper, toi. Alors, beaucoup moins. Ouais, beaucoup moins. Là, j'ai une 320D Touring avec un logo M. Dédicace à Victor. En fait, elle était comme ça et j'ose pas l'enlever. J'ai peur que ça fasse une grosse trace. Puis je sais pas comment l'enlever en fait. Tu vois, là, j'avoue que je sais pas comment faire. Donc, j'ai pas envie de passer en carrosserie juste pour enlever un truc. Et puis, je viens d'acheter un transporteur T4. Donc, qui va m'aider à transporter, mais surtout à faire un petit peu de van life. Ouais. Et ça, je pense que ça, je le garderai. Et puis, je pense que je vais essayer de retrouver une petite ancienne. Alors, je sais pas, peut-être une 2 chevaux, ou ça sera là l'opportunité. Ça vaut tellement cher les 2 chevaux maintenant. Ouais, je sais pas, peut-être pas forcément très fraîche non plus. Ah ouais. Mais, avec des trous dedans. Ouais, non, mais un truc rigolo. Mais ouais, ça, je vais y revenir. Et puis, j'ai encore 2 projets moto. Après, ça sera bon, là j'arrête. Après les motos, je m'arrêterai à 4. Après, j'achète pas des trucs chers. Oui. Finalement, n'importe qui achète une moto neuve aura un patrimoine moto beaucoup plus cher que le mien. Mais voilà, je veux une moto pour partir et puis une moto pour faire le con dans les pistes. Et la voiture, voilà, un truc pour me balader. Mais donc là, je garderai plus, tu vois, effectivement. Les motos que j'ai eues entre 20 et 30 ans, je les ai pas gardées parce que t'as soif, tu vois. T'as une opportunité. Tu vois, l'Audi 200, je l'avais pas prévu, quoi. Un jour, je passe devant chez Audi, je vois ce truc qui dépasse du parking et je suis tombé dans les mains du patron de la concession et il me l'a vendu sans que je m'en rende compte, quoi. Voilà, c'était ça, quoi. Donc, je l'ai gardé un petit peu quand même. Je crois que c'est l'Alpha que j'ai pas gardé longtemps. Parce que j'ai réussi à l'échanger contre je sais plus quoi, contre la Golf. Voilà, tu as un copain qui me dit elle est bien ton Alpha, je dis elle est pas mal ta Golf. Puis tu repars, t'as échangé, quoi. Voilà, en fait c'est ça, c'est des opportunités. Mais après bon, depuis que je suis à Paris, je suis quand même plus soft parce que oui, c'est un peu plus compliqué. C'est compliqué, hein. Et puis c'est plus facile d'avoir des motos à Paris parce que tu peux en mettre 2 sur un parking alors que les voitures j'ai déjà 2 parkings, là c'est compliqué. Bon, alors quand j'ai annoncé, alors cher auditeur, je vous rappelle que Histoire d'Auto est sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et quand j'ai annoncé ta venue dans le podcast sur les réseaux sociaux, la première réaction fut celle de Pascal. On salue au passage, il a dit j'adore maître Pascal. Maître Pascal, ouais. Il a dit j'adore son éclectisme. Et c'est vrai que t'aimes tout, bah t'aimes oui. l'auto, la moto, les anciennes, les modernes, tout t'intéresse. C'est rare parce que c'est vrai que souvent les gens qui éditent des revues d'anciennes, ils veulent pas entendre parler des modernes, ça les intéresse pas du tout. Toi, tout te plaît. En fait. Ouais, effectivement, oui, parce que c'est dans tout, même je pense que dans différents, dans la musique c'est pareil. Je peux aimer le blues comme le hard, peu importe. Mais et puis il faut être ouvert, quoi. Faut. Alors, il y a des trucs. Bon, on va pas se dire dans les modernes, il y a comme des choses qui m'intéressent beaucoup moins. Mais j'ai un œil sur les choses quand même. Mais effectivement, oui, je suis pas. Les Youngtimers, j'adore ça parce que c'est ma génération aussi. C'est des trucs que j'ai vus quand j'étais gosse. Les anciennes, forcément, voilà, j'adore ça parce que c'est comme ça que je suis rentré dans le truc. Les sportives, j'ai la chance de pouvoir en conduire régulièrement. Et j'adore ça. Donc, si tu veux, alors je suis parti d'un groupe, là, les Bagnolards du Dimanche. Des gars qui roulent en ancienne, beaucoup d'anglaises, de type E et trucs comme ça. Et j'adore aller avec eux, donc tu passes d'une type E à une MK2, à une DBS, à une Mini, enfin voilà. Et tu vois, et après, hop, je repars en DB7 volante. Voilà, tu vois. C'est ça qui est génial, c'est que c'est difficile. Enfin, en France, on se range vite dans des cases, tu vois. Et je pense que d'ailleurs, c'est peut-être même une spécialité française, je pense. C'est bien possible, ouais. Mais aux États-Unis ou même en Angleterre,
Les gens font plein de choses différentes. C'est pareil pour les artistes. Je pense que on a vite fait de mettre un chanteur dans une case, et si demain il va faire une série télé, les gens ne comprendront pas au début. Voilà, c'est que on peut passer de la moto à l'ancienne. Finalement, c'est la même chose, c'est la même passion. Tant que c'est un moteur, que ça roule. J'ai envie de te dire, même un moteur avec sa flotte, même. Enfin, demain, peut-être que je ferai du bateau, j'en sais rien. Non, mais voilà, les avions, je trouve ça génial. Donc, c'est difficile. Enfin, c'est dommage de s'arrêter à un truc, effectivement. Mais quand je rencontre des collectionneurs, effectivement, je me rends compte parfois que les gars sont sur une marque et qui s'intéressent pas du tout au reste du monde. Et alors c'est très bien parce que par contre ils sont. C'est des puits de science. Voilà, c'est des puits de science, mais moi j'essaie d'être plus généraliste. Quand tu vas à un dîner ou tu vas chez des gens, si t'es pas capable de parler un peu de tous les sujets, c'est dommage, quoi. Donc, si quelqu'un te parle d'un coup de politique, ensuite d'agriculture, de voitures et des cigares, faut essayer d'avoir pas forcément un avis, mais en tout cas d'être capable de suivre sur tous les sujets. Donc l'auto, c'est la même chose. Et puis, mais je suis pas le seul. On est quand même plein. Je le vois un peu sur les gens avec qui on communique sur Twitter. Tu vois, je pense à Victor, là, c'est pour lui que je faisais le clin d'œil du sigle M de United. Victor Diakov. Victor, il a plein d'intérêts, que ce soit les véhicules des pays de l'Est, d'où il est originaire, mais toutes les super sportives. Et puis, quand il fait un essai de la Yaris, il trouve ça génial. Donc, je pense qu'il y a plein de gens comme ça qui sont assez éclectiques. Mais notre maître Pascal, c'est pareil, lui il a de l'intérêt pour pas mal de choses, et c'est pour ça qu'on s'entend bien, effectivement. Oui. Il me partage tous les jours des trucs sur Instagram de tout sujet possible. Est-ce que tu t'es déjà amusé à imaginer ta sportive idéale, à la concevoir dans ta tête? Ça, c'est une question que je l'ai vue sur Twitter de The British Racing Gecko. Et j'ai trouvé que c'était c'est une question marrante parce que en gros, c'est imagine tu croises Ron Dennis qui te met à la place de Gordon Murray et qui te dit vas-y, fais ce que tu veux, open bar, tu dessines la sportive de tes rêves. Ça serait quoi la sportive de tes rêves? J'ai envie de te dire, elle a été faite, ça aurait été, je pense que sincèrement, alors en étant réducteur, j'aurais dit la 911, parce que c'est pour moi l'auto la plus incroyable et facile et passe-partout qui puisse. J'ai la chance de souvent rouler en 991 par exemple. Tu te dis, mais demain je peux faire tout avec cette voiture. Mais moi, c'est la McLaren F1 qui a vraiment, qui est pour moi entre les lignes, entre les audaces technologiques, le moteur. Je me dis, ben voilà, ils ont tout fait, tu vois. Et après, si on devait la construire, la refaire, par exemple, tu vois, je prendrais une base de Morgan, enfin une carrosserie de Morgan. Ah ouais. J'y mettrais un moteur allemand pour la fiabilité. Tu vois, ça, typiquement, oui, ça pourrait. Ouais. Tu vois, une Morgan, j'aurais les sous, j'aurais l'argent, sincèrement, je pense que ça me plairait. Une Morgan un peu coursifiée. Je pense que c'est une super base, tu peux faire plein de choses avec ça. Et une Morgan, oui, effectivement, avec un moteur de 911, de 964 par exemple, ça pourrait être rigolo. Alors, compliqué à faire, mais en tout cas, ça pourrait être rigolo. Mais la McLaren F1, oui, c'est quelque chose qui m'avait marqué et je pense qu'ils ont fait un truc fou, tu vois. Bah d'ailleurs aujourd'hui, Gordon Murray refait une héritière de la McLaren F1 qui s'appelle la T50 et finalement, il le dit lui-même, c'est ce que la F1 aurait dû être s'il a vu les technologies d'aujourd'hui. Exactement, ouais, c'est ça. Quand elle est sortie, j'ai acheté un circuit Scalextric juste pour jouer avec une McLaren F1. Ça en était là. Bon alors, on va parler de sujets un peu différents, mais c'est une question Twitter soumise par Ouvergrave qui nous parle de tout ce grand mouvement vers l'électrification qu'on a. Et sa question c'était, étant donné son impact sur l'environnement, est-ce qu'il faut changer notre rapport à l'automobile? C'est quoi ton avis sur la question? Alors, mon avis sur la question, c'est que on a tendance à trop généraliser et, encore une fois, mettre l'automobile dans une case. En fait, l'automobile aujourd'hui, c'est très compliqué. Parce qu'on a tendance à nous dire, souvent d'ailleurs, c'est les gens qui ont 50 avions, 32 voitures et 200 résidences, qui ont tendance à nous dire, faut pas prendre ta voiture pour aller au boulot. Alors, effectivement, quand tu habites à 1,5 km ou 2 km de ton boulot, c'est débile de prendre ta voiture. Si tu as la chance de pouvoir le faire à vélo, à pied ou en transport, effectivement, c'est plutôt
c'est plutôt logique. C'est plus facile en ville. Je peux te dire qu'il y a des endroits, par exemple dans la Haute-Loire, là où je suis allé il n'y a pas longtemps, je me suis dit rien que de passer d'une commune à l'autre, c'est quand même un défi. Donc je pense qu'il faut garder un peu la raison sur tout ça. L'automobile, effectivement, ça pollue, mais il y a beaucoup de choses qui polluent. Et surtout, on a vite fait, en tout cas, de toucher aux libertés des gens quand on touche à l'automobile. Moi, quand on m'interdit de rouler dans Paris, je trouve ça dommage parce que moi, ça me prive aussi de faire ce que je veux finalement. Et c'est vraiment là où on touche à ma liberté. On m'empêche d'aller dépenser de l'argent chez les gens. Ça me gêne aussi, tu vois. Et alors effectivement, je peux prendre les transports, mais c'est vrai que tout ça c'est quand même compliqué parfois. Et surtout, moi je peux pas m'en passer. Je fais 2500 km par semaine. Il n'existe aucune solution pour moi. C'est-à-dire que l'électrique c'est très bien. Bon, quand tu achètes une électrique, tu pars comme avec une dette de CO2 dès le départ, donc il faut l'amortir. L'hybride c'est formidable. Sauf que dans mon usage, je pense que ça consommerait vraiment beaucoup. Moi, ma 320D, elle fait 6 litres au 100 quand je suis chargé comme un mulet. Donc c'est quand même c'est peu. Et je pense que, et en plus surtout c'est une troisième main. Tu vois, j'ai pas acheté une voiture neuve, j'ai acheté une voiture d'occasion. J'ai pris un modèle qui consomme peu. Je suis passé de 8,5 litres à 6 litres, mais vraiment 6 litres au pire du pire. Donc je pense que déjà dans une démarche, tu vois, c'est déjà une remise en question. Et surtout, c'est la façon la plus simple et la plus cohérente, en tout cas déjà de moi de mettre ma petite pierre à l'édifice en tout cas de pas trop de CO2, ainsi de suite. Et on a tendance, la société aujourd'hui, en tout cas, elle a tendance à toucher aux libertés avant de réfléchir, avant de trouver les bonnes solutions. On a l'impression quand on écoute, quand on écoute les élus écologistes, c'est souvent, ça part souvent un peu dans tous les sens et sans trop maîtriser les sujets d'ailleurs. Mais on a tendance vraiment à dire sans réfléchir, l'automobile c'est mal. Alors non, l'automobile c'est pas mal. Il y a des gens qui ont un usage qui peuvent pas s'en passer. Il y a des transports en commun qui sont pas efficients partout. Ils sont parfois dangereux même. Le RER à 1h du matin, je suis pas sûr que ce soit partout très sûr. Donc je peux comprendre que quelqu'un qui travaille tard ait envie de rentrer. Une femme seule, voilà. Surtout ici, vraiment à Paris, il y a quand même un problème de sécurité, ma foi, faut pas se cacher. Donc c'est surtout voilà, dire aidons les gens en tout cas à modifier leurs habitudes. Et en plus, il faut dire ce qui est, c'est que les constructeurs ont fait quand même beaucoup ces dernières années. Ils se sont remis en question. Donc ils ont fait énormément de choses. Ils ont fait des véhicules qui consomment beaucoup moins. Si tu prends la consommation d'une berline moyenne en 2021 avec celle de juste 10 ans en arrière, c'est quand même autre chose. Donc voilà. Et puis surtout, acheter des voitures électriques. Donc effectivement, acheter. Alors qu'il y a des occasions. Donc effectivement, tu vois, la dette de CO2, quand en plus tu rachètes un véhicule et que c'est en plus une électrique, je pense qu'il faut se détendre un petit peu. Il faut aider les gens à passer le cap, en tout cas sur des utilisations, sur des comportements, et ne pas interdire. Voilà. Je pense que c'est surtout ça. On est dans une société qui interdit un peu tout facilement maintenant, que ce soit de l'automobile ou autre chose. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui polluent. Enfin, tu vois, je prends un exemple à la con, mais qui est récent. C'est que sur mon scooter, j'avais un flyer. Tu vois, le flyer, je regarde à côté de moi, il y en a plein par terre. Pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas les flyers qui servent à rien, qui sont bien souvent jetés, foutus par terre? C'est du papier, c'est de l'énergie. Enfin, tu vois, voilà. Ça, il y a plein de petites choses. Le plastique, effectivement, alimentaire, ça fait quand même longtemps que ça devrait être interdit, tu vois. Là, t'es en train de nous parler d'interdire des trucs, là. Alors... Non, mais je veux dire, il y a des solutions, le bambou et tout. Enfin, voilà, on est en train de modifier tout ça, mais ça aurait dû être fait avant, finalement. Donc, avant de toucher aux libertés, il y a plein de choses à faire qui vont faire avancer la planète. Il y a moins de plastique dans les océans. Et le problème, c'est que c'est un peu une mode. Au lieu d'être un combat, c'est une mode, je trouve. Et c'est ça qui est difficile. Tu vois, c'est comme la mode du vegan.
la mode du sans gluten, finalement. Tu vois, les gens, je pense sans gluten. Oui, mais tu sais pourquoi ? Oui, mais sans gluten. Ah, bah d'accord. Voilà. Donc il faut faire attention que les combats ne soient pas des modes d'abord, avant d'être des vrais combats. Et je pense qu'il faut faire confiance aux constructeurs, parce qu'ils savent faire, et ils le prouvent. Hein. Enfin, ça fait quand même une paire d'années. Quand même, à chaque génération de voitures, on voit des avancées, on voit des nouveaux matériaux. Ah, mais le problème, c'est que depuis le Dieselgate, ils sont devenus inaudibles. Ah bah, totalement, oui. Le Dieselgate, là, ils ont été complètement débiles. Là, ils se sont fait prendre la main dans le pot de confiture, ça c'est certain. Mais ils se sont décrédibilisés. Ouais, ils sont décrédibilisés, ouais, c'est ça. Donc c'est difficile entre des enragés, des dogmes, des dogmatiques et compagnie, et puis des gens qui ont fait des erreurs. Donc c'est vraiment difficile. Et je suis pas très confiant en tout cas sur l'avenir de tout ça, parce que avant de proposer des vraies solutions et d'accompagner les gens, je pense que les libertés elles vont en prendre un coup, et les gens bougeront moins. Et quand les gens ne voyagent plus, ils s'intéressent plus, ils se cultivent plus, ils vont plus vers l'autre. Donc les gens resteront enfermés dans leur premier arrondissement. Ils feront un voyage. Faire des réunions Zoom comme pendant le confinement. Voilà, ils feront un voyage par an à LA, parce que c'est trop sympa, à manger du. C'est très sympa, LA. Et faut aller visiter le musée Petersen. Oui, il faut aller visiter le musée Petersen, effectivement. Non, mais voilà, donc faut faire attention avec tout ça. D'ailleurs, je vais bientôt inviter quelqu'un qui est expatrié à Los Angeles. Ah ouais. Un copain belge que j'ai qui a expatrié à Los Angeles, qui a changé totalement de carrière, et c'est passionnant, et il va nous raconter tout ça. Oui, parce que nous parler de l'automobile aux States, voilà, ça c'est formidable. L'automobile aux States, l'automobile à Los Angeles, c'est encore autre chose. Ouais, c'est autre chose, hein. La ville qui ne marche pas. Voilà, c'est ça. Bon, écoute, on touche à la fin de cet épisode, et on va conclure comme d'habitude avec les 4 questions rituelles. Oui. La première, j'imagine que tu passes beaucoup trop de temps sur les sites de petites annonces. Ah bah, tu imagines même pas. C'est quoi ta dernière recherche ? J'ai 22 recherches en cours. Alors c'est vrai. Hein. Avec des alertes, dès que tu reçois un mail, dès que tu as un truc qui tombe. Alors je peux te dire, là les trois en cours, allez les 4. Donc j'ai BMW R1200 RT, ouais, BMW R1150 RT, ok. J'ai Honda VFR, j'ai 2 chevaux. Ah, voilà. Il reste une bagnole, tu m'as fait peur. Hein, parce que là, non, mais dans les 22, il y en a 15 autour de la moto. D'accord. Ah ouais. Parce que je cherche une routière pour aller au Cap Nord, et puis après pour faire des trajets en France rapidement, facilement, confortablement. Voilà. Tu vois, pour quand tu dois aller dans une grande ville et tout, par exemple, tu vas à Lyon maintenant, ça devient compliqué de rentrer dans Lyon, par exemple. Tu vas en moto, c'est plus facile quand même, tu te gardes plus facilement. Donc voilà. Et puis le Cap Nord, et puis une BM. J'ai toujours voulu avoir une BM moto avec le moteur Boxer. Donc, tu vois, BM, c'est comme les voitures. Tu vois, c'est presque. Tu vois, le logo, c'est le même. Non, mais j'avoue que les BM, ça me parle un peu plus, peut-être effectivement, parce qu'il y a la parenté avec l'automobile, et puis le style qui est reconnaissable entre mille, la réputation de fiabilité. Et puis les solutions technologiques, le cardan à la place de la chaîne, par exemple, ça c'est formidable. C'était parmi les premiers à foutre un ABS sur les motos. Oui, bien sûr. Et justement, c'est ça qui est intéressant, et je me dis que ça pourrait être rigolo d'aller avec une BM au Cap Nord. En tout cas, je pense que ça peut être confortable. Oui, en plus, oui, c'est confortable, des valises, parce que c'est pareil. Une bonne GS. Quand tu voyages, il faut penser à la sécurité, donc tes affaires, faut pas qu'elles soient trop visibles. Ouais. Bon, bien qu'une fois que tu as passé Paris, tu es plus en sécurité, mais je veux dire, non, mais tu vas aller boire un coup, tu laisses ta moto, tout est enfermé, voilà. Donc c'est ça qui m'intéresse, et puis effectivement, pour faire mes rendez-vous professionnels, si je dois aller demain à Marseille sur un coup de tête, il faut que l'ordi soit en sécurité dans la valise et tout ça. Et ça coûte pas très cher. Donc ça fait partie des recherches, mais j'en ai plein. Bon, ton meilleur souvenir de road trip ? Alors, en auto ou en moto d'ailleurs. Alors, en moto, c'est clairement Istanbul, parce que j'ai vécu avec des gars incroyables, un truc vraiment dingue. C'est une aventure humaine incroyable, des paysages dingues. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, surtout que j'ai rencontré des gars incroyables. Et je remercie Eric Massier-Dubiest encore. D'ailleurs, je le remercierai jamais assez de m'avoir embarqué dans cette histoire. Hein. Alors, il faut savoir que c'est fait sur un coup de tête pendant encore un confinement, je sais plus lequel. L'an dernier, au mois de mars, on a un ami en commun qui s'appelle Philippe Delaporte,
Philippe Delaporte, que tu devrais interviewer d'ailleurs. Philippe a fait le tour du monde en Porsche 928. Ah oui, oui. Ouais, il l'a fait avec ses fils. Alors il a fait plus d'un voyage. Hein. Il a fait déjà un tour du monde en 4L. Il a fait, enfin bref. Et on est devenus très copains. Et il m'a dit, il faut que tu rencontres ce type-là un jour. Et Philippe m'appelle en mois de mars. Il me dit, écoute, j'ai appelé mon copain Eric Massier. Donc lui, je le suivais. Je savais ce qu'il faisait. C'était, si tu veux, le boulot de mes rêves. Et il me dit, Eric, attends ton appel. Je l'ai appelé. On s'est au bout d'une heure, il me dit, tu fais quoi vendredi? Je dis, bah je viens chez toi. Et puis voilà. Voilà, à la fin, on fait une vidéo et puis il me dit, bon bah tu viens avec nous à Istanbul et voilà. Cool. Voilà, donc l'histoire elle est comme ça. Donc effectivement, moto, c'est ce voyage-là qui m'a le plus marqué. Parce qu'après, j'avais fait des petits road trips plutôt initiatiques. Mais ça m'a vraiment marqué. Et il y a un truc qui m'a, en voiture, un truc qui m'a vraiment marqué. On en a parlé un peu en off tout à l'heure, qui est pas très vieux. C'était pour les 75 ans du débarquement. Jeep, Philippe Maury m'avait invité. Attaché presse Jeep. Ouais, qui est un gars formidable. M'avait invité en fait pendant 3 jours. On est parti. On n'était pas beaucoup, on était 6 je crois, avec des Jeep Wrangler, enfin ainsi de suite. Et on allait se balader en tout cas sur les plages du débarquement. Omaha Beach, Utah Beach, enfin on a fait plein de choses, des camps US. On était avec Jean-Pierre Gagic qui tournait un sujet pour Automoto. Ouais. Et ça c'était dingue parce qu'on a vu des choses incroyables. Et on était dans les commémorations du D-Day. Super. Et ça m'a vraiment marqué. Voilà. Mais des souvenirs comme ça, j'en ai plein, parce que les voyages, j'en ai fait des tonnes, tu vois. Le Tour Auto aussi, la première année, c'était formidable. Ça, c'était dingue, tu vois, vraiment quitter Paris la nuit comme ça, je sais même plus, j'étais en Triomphe, je crois. Et ça, c'était vraiment sympa de faire ce truc-là, au milieu des Pantera, des GT40, des Bristol, c'était dingue. Et ça, c'est vrai quoi, des souvenirs d'auto, j'en ai vraiment beaucoup. Ouais, c'est vraiment difficile. Et à chaque fois, j'ai l'impression de me dire, oh, alors ça, c'est encore plus dingue que ce que j'ai fait. Et le D-Day, ouais, c'était top. Alors, la question inévitable du garage idéal. Tu as droit à 4 voitures. 4 voitures. Mais il faut que ça corresponde à ta vie, que tu ne mets pas 4 supercars. Ah oui, il faut quand même que. Mais non, supercar, c'est difficile, une supercar au quotidien. Bah oui, c'est pour ça. C'est compliqué. Tu peux en avoir une, mais tu peux pas en avoir 4. Non, la première, je pense que en daily, j'aurais une Porsche 964. Pourquoi une 964? Ah, parce que j'ai vraiment, j'adore cette voiture. Parce que ça donne toujours un peu l'impression d'être le vilain canard de la ligne de 900. Non, moi j'adore. Elle est dans pas mal de séries comme Californication par exemple. J'apprécie. Et j'adore sa ligne, j'adore son. Là, je trouvais que le bruit du moteur était vraiment particulier. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Mais j'aurais pu dire n'importe quelle série de la 911, même la 992. Après, il y aurait certainement une italienne. Probablement une 355, une Ferrari 355, une GTS avec la boîte Mecha. Finalement, cabriolet qui ne l'est pas. Ensuite, alors il y aurait une ancienne, il y aurait certainement une DS. Voilà, une 21 Palace, un truc comme ça. Et quelque chose d'exotique. Alors ça pourrait être une Pantera, ça pourrait être une Morgane, ça pourrait être une Jensen, un truc comme ça, voilà. Quelque chose d'exotique. Pour avoir un peu de tout, quelque chose qui démarre tous les jours, tu te poses pas de questions. Alors pas une Jensen alors. Non, pas la Jensen. Non, mais tu vois, j'aurais la 964 vraiment en daily. Mais oui, la Jensen, non, c'est. Mais il y en a plein. Franchement, Monteverdi. Du vrai exotique. Ouais, j'aimerais vraiment un truc exotique. Tu vois, dans un garage idéal, une Dino aussi. On en a parlé sur Twitter. La Dino. Ça en ferait vraiment partie. Ouais. La Dino m'a toujours fait rêver et chaque fois que je suis monté dedans, j'ai jamais été déçu. Donc c'est difficile 4. Tu m'aurais dit 40. Bah non. Non. Mais ça n'aurait pas été drôle. Et après un garage de 4, ça laisse la place pour mettre des motos derrière. Voilà, c'est ça. Voilà, comme ça je te l'ai vendu. Oui, voilà. Une NSX, tiens, pourquoi pas aussi. Ah ouais. C'est la NSX. C'est bien ça. Ouais. Avoir la NSX et la Honda 750 NR. Voilà. J'ai passé encore une moto. Bon, je vais arrêter là parce que sinon on va pas. Et la dernière question, si tu devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours, ça serait laquelle? Ce serait une Porsche. Ouais.
Parce que, encore une fois, c'est simple et basique. Comme dirait Orelsan. Non, mais voilà, tu te poses pas de questions. Dire, une Porsche, il y a 70% des Porsche construites sont encore en circulation. Et tu te poses pas de questions. Tu sais que ça démarrera tout le temps. Voilà. Tant qu'il y a de la batterie, je veux dire, ça démarre tout le temps. Tu peux faire des bornes, tu peux faire beaucoup de kilomètres. C'est quand même confortable, même les anciennes. Donc, t'as pas de surprise. T'as une auto qui est belle. Dédicace à Victor, même pas la 911, mais une auto que je trouve jolie, qui a un moteur incroyable, qui a un comportement incroyable et qui est capable de faire. Tu peux faire un Paris-Bordeaux sans stress, voilà. Et ça, c'est ça en fait. Donc une 911, voilà. La liberté. Ouais. Et alors la moto que je conduirai tous les jours jusqu'à la fin de ma vie, je l'ai déjà, c'est mon Africa Twin. Voilà, il a réussi à la glisser. Voilà. Bon. Merci. Bon, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Ouais. Twitter. Alors, Twitter. Jack Online. Bon, de toute manière, je mettrai les liens dans la description. Instagram, Twitter, pareil. Instagram. Ouais, et puis la même chose en rétropassion automobile. Ouais. Instagram, Twitter, Facebook. Avec les fameux Facebook Live du vendredi. Oui, alors là, j'ai arrêté parce que j'ai plus le temps. Mais là, j'ai vraiment plus le temps parce que le vendredi, je suis souvent encore sur les routes. Et j'arrive plus à me. Ouais, j'arrive plus. Donc ça reprendra. Hein, j'ai racheté un micro et tout. Et puis chaîne YouTube Moto Radio. Donc là, il y a beaucoup de motos. Et il y a Road Story. Il y a Road Story aussi. Oui. Road Story, je fais la moto sur Road Story et puis quelques articles, des essais avec François. Donc oui, il y a plein de choses en fait, l'air de rien. Le gars bosse quand même. Bah ouais. Bah mine de rien, on a un bel épisode. Ouais, ça va. Ouais. J'avais peur de rien avoir à dire. Eh ben merci beaucoup, Jacques. Bah merci Vincent, tes questions étaient pertinentes, bien trouvées, et tu as encore une fois excellé dans l'art de l'interview. Oh là, je suis en train de rougir là. Il y a pas de caméra heureusement, mais je suis en train de. Non, c'est vrai, faut le dire. Non mais j'ai tout de suite accroché au podcast et à chaque fois tu réussis à tirer le meilleur de l'interviewé. Ah bah ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Tu me rendras le chèque. C'est ça. Merci beaucoup, Jacques. À la prochaine. Merci, Vincent. Ciao. Et voilà, c'est la fin de ce 32e épisode d'Histoire d'Auto. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast ou sur YouTube, parce qu'on est aussi sur YouTube, sur Amazon Music, sur Spotify, on est partout, c'est pas compliqué. Si la plateforme le permet, n'hésitez pas à laisser un commentaire, 5 étoiles, un pouce bleu, c'est toujours bien pour promouvoir ce podcast. Si vous trouvez que ces entretiens sont intéressants et que vous souhaitez que d'autres gens les découvrent. Histoire d'Auto, vous le retrouvez aussi sur Twitter, Instagram, Facebook, vous cherchez Histoire d'Auto au pluriel, vous allez tomber dessus. Si vous voulez m'envoyer un petit message, c'est histoire d'auto, toujours au pluriel, @gmail.com. Enfin, n'oubliez pas, Histoire d'Auto, c'est un nouvel épisode tous les 1er et 15 du mois. À bientôt et bonne route.